si vous avez besoin sur les questions. Donc je vais vous parler de Testacular, ou Karma, comme j'ai eu la joyeuse surprise, comme je le disais en introduction tout à l'heure, de voir que le projet avait changé de nom la semaine dernière. Merci à vous les gars, c'était sympa. Donc qu'est-ce que c'est que Karma, anciennement Testacular? Donc le title en dessous, c'est Spectacular Test Runner for JavaScript. Et c'est ce qu'il faut retenir, c'est que c'est surtout un lanceur de tests multinavigateur. D'accord? C'est vraiment un petit peu. On vous a présenté deux outils au début qui étaient vraiment des browsers headless sur lesquels on pouvait plus ou moins facilement brancher des outils de test. On vous a parlé de QUnit et Sinon, qui sont vraiment des librairies, des bibliothèques. Alors sur Sinon un petit peu de runner, mais surtout essentiellement du test unitaire. Là, on est sur un truc un peu hybride. Hein. On est sur un lanceur de tests, donc c'est pour lancer des tests sur plein de navigateurs. En même temps ou séparément, voilà. Donc on va vous montrer ça. Ça tourne sur Node, d'accord, c'est un point qui est important. Et ça permet de faire à la fois du test unitaire dans un navigateur, mais aussi, et dans la terminologie Karma, ça s'appelle du end-to-end testing, un petit peu ce qu'on vous a montré avec Zombie et Phantom. C'est développé par l'équipe d'Angular, donc le framework développé par Google qui monte très très fort en ce moment, et je crois qu'il y a plusieurs talks sur le sujet. Si vous n'avez pas encore vu Angular, allez jeter un coup d'œil si vous vous intéressez au framework JavaScript, c'est vraiment très très intéressant. Karma, donc c'est très récent, hein, puisque donc ça a changé de nom la semaine dernière, version 0.8 je crois en ce moment. D'ailleurs il y a eu un peu des bumps de version un peu bizarres, on est passé de 0.6 à 0.8, j'ai pas tout compris. Licence business friendly, ce qui est sympathique. L'architecture de Karma, on va passer vite là-dessus. Grosso modo, ce que ça fait, c'est que ça va vous lancer dans un navigateur un petit serveur qui va charger via une iframe le site que vous cherchez à faire. Et il va faire ses assertions comme ça, d'accord, en substance. Ok, je vous la fais rapide. Mais du coup, on est capable de manipuler Karma via la ligne de commande, ce qui permet notamment tout un système d'automatisation assez facilement. Okay, donc ce qu'il faut retenir, c'est que vous allez avoir donc un serveur web qui va démarrer, qui va exécuter le runner de test, une iframe à l'intérieur avec le site que vous êtes en train de tester, et des assertions qui vont se faire comme ça. C'est capable de gérer plusieurs navigateurs simultanément, hein, Chrome, Firefox, Opera, Phantom, et pas Internet Explorer, joke. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il est capable, donc c'est ça, il y a Safari en plus que j'ai pas dans la liste, et il est capable aussi de faire des distinguos entre Chrome et Chrome Canary si vous voulez faire des essais sur plusieurs versions. Et ce qui est rigolo, et on va vous faire la démonstration juste après si on a le temps, mais je crois qu'on va essayer de la faire quand même parce que c'est sympa. Vous êtes capable de gérer tous ces éléments-là, d'exécuter les tests simultanément dans tous les navigateurs. D'accord? Vous êtes capable de voir, bah tiens, ça passe sur Phantom, ça passe plus sur Chrome, et ça passe dans Opera par exemple. C'est un peu bizarre, mais Karma, c'est un système qui est capable de lancer donc plein de navigateurs, qui s'accèdent à la ligne de commande, mais qui est capable d'avoir des adapteurs avec tout un tas de runners différents. Donc vous êtes capable de exécuter Mocha, des tests Mocha à l'intérieur d'un navigateur via Karma. Et donc vous pouvez lui brancher Mocha, Jasmine, QUnit, je crois qu'il y en a un autre, j'ai oublié. Et surtout, et c'est la partie sur laquelle on va insister là, Angular Scenario, qui vous allez voir ce qu'on est capable de faire avec. Donc Angular Scenario, c'est un système qui va vous permettre de faire du end-to-end testing, un petit peu comme dans Zombie ou dans Phantom, mais spécifiquement pour des projets Angular. Alors, le gros défaut que je trouve à Karma, c'est que la première chose que vous devez faire quand vous devez écrire un test, on vous l'a montré tout à l'heure, hein, on a essayé de partir sur rien. Moi, tout à l'heure, j'ai créé un fichier sur Zombie, j'ai commencé à écrire du code dedans, et boum, ça tourne. D'accord ? La seule chose que j'avais fait, c'est que j'avais, bien entendu, installé au préalable les bons modules. Okay ? Dans le cas de Karma, la première chose qu'il faut que vous fassiez, c'est qu'il faut qu'on se tape un fichier de configuration. Donc moi, c'est le gros truc qui est assez pénible. Surtout que le fichier de configuration, grosso modo, quand vous allez faire du Angular Scenario, ça va être absolument systématiquement quasiment le même. On va le passer rapidement, on n'a pas besoin de regarder en détail. Ça, c'est un fichier de configuration qui a déjà été un petit peu allégé. Notamment la partie importante, elle est là, en bas. Elle est qu'en fait, étant donné que vous allez avoir un navigateur et une iframe à l'intérieur, vous êtes obligé de jouer avec des systèmes de proxy que Karma gère tout seul pour être capable de mettre des belles URL dans vos tests. D'accord ? Sinon, vous ne pouvez pas accéder. Typiquement, là, je lui dis, bah, si mon test, il renvoie slash, et ben en fait, slash, il faut que tu le rédiges vers ça. Et à l'intérieur de ton système de nommage, dans ton iframe, ce sera slash karma qui s'exécutera. Bon. Juste, c'est pas complètement trivial,
La première fois que vous faites du karma, vous passez 3 heures sur ce truc à se dire mais qu'est-ce que c'est que ce machin, je comprends rien. Enfin voilà, c'est pas hyper intuitif. Et surtout, j'aime pas le fait de démarrer avec un fichier de conf. D'accord, malheureusement, je suis obligé de démarrer avec un fichier de configuration. Je pense que comme on est en 0.8, c'est des choses qui éventuellement, j'ai aucune piste sur le sujet, mais je pense que c'est des choses qui peuvent s'améliorer dans le temps. Donc un exemple d'Angular scénario. Et là, en termes de fluidité d'API, on est très très proche de quelque chose qui s'approche de Zombie. Donc it should show the title, browser.navigate to, boom, le nom d'un projet, expect element title.text to be, machin. On est sur quelque chose de très très proche de Zombie en termes d'API fluent. Et comme on va le voir en plus tout à l'heure, ça s'exécute à l'intérieur d'un navigateur. C'est lui qui gère tout ce qui est module externe, etc. Donc vous n'avez pas besoin d'inclure des browser require, enfin tous ces trucs qu'on avait fait avec Zombie. Vous n'avez pas besoin parce que c'est lui qui prend à charge cette partie-là. Donc la fonction browser là, que vous avez là, vous l'avez à dispo devant vous, hop, comme ça. Angular Scenario, ça ne fonctionne uniquement avec une application Angular. Il n'y a pas de gestion de callback. D'accord ? Si je reviens sur le slide précédent, browser.navigate to, j'ai pas de callback derrière. Ok ? C'est séquentiel là, les appels. Donc il n'y a plus d'histoire de promesse, il n'y a plus d'histoire de callback, il n'y a plus tous ces trucs qui nous donnent mal à la tête, nous les javaïstes, donc on comprend rien. On a un truc séquentiel qui passe. Ok ? Super, pas de callback. Hihi. Le seul souci, c'est que comme il n'y a pas de callback, en fait, ils vous ont caché derrière toute une espèce de DSL assez compliqué, le fait qu'en fait, tout ça, malgré tout, c'est quand même des callbacks. D'accord ? Et donc le prix, il faut le payer à un moment donné. Et le prix, vous le payez derrière, c'est que, donc là, c'est le framework d'assertion pardon, qui vient avec Angular Scenario. Mais là, vous avez element.title.text. Ça, c'est ce qu'on appelle une future. Et donc, en fait, au moment de l'exécution, et ben ça va être exécuté après coup. Parce que je veux dire, c'est que ça va être effectivement une callback qui va être exécuté. Donc, typiquement, vous faites un console.log de ce truc-là, vous allez avoir rien. Ok ? Donc, c'est très perturbant. D'accord ? Oui, super, j'ai plus de callback, j'ai tout ça, mais moi, maintenant, je me suis fait suer à apprendre à comment fonctionner les callbacks et tout ça, je me retrouve avec un système qui, certes, est beaucoup plus facile d'accès, mais du coup, j'ai plus tous mes console.log avec mes debugs un peu crado que je vous avais montré tout à l'heure. Voilà. Donc, globalement, je pense que c'est quand même une très bonne chose. D'accord ? Parce que du coup, vous écrivez des tests séquentiels sans vous soucier. Il n'y a plus le problème de ce qu'on a vu tout à l'heure avec Zombie, avec une profondeur de champ qui est gigantesque. On se retrouve avec quelque chose qui est très linéaire et qui est assez sympathique. Voilà. Demo time. Combien il nous reste ? 35 minutes ? On va essayer de faire vite. Hop, ça, on va peut-être l'arrêter. Lui aussi. Donc, ce que j'ai fait, c'est, on a fait tourner ici un petit serveur écrit en Node qui fait tourner une toute petite application AngularJS. Il se trouve que Serpodil n'est pas écrit en AngularJS, donc on va passer sur une autre application. C'est très proche de ce que vous pouvez retrouver dans le tutoriel Angular, si vous avez fait du Angular. Vous avez, alors, toute cette data est accessible via un back-end, d'accord ? Et donc la page qu'elle fait quand elle se connecte, quand vous loadez la page, elle récupère le contenu et elle le formate dans un template JavaScript dans la vue. Et vous avez un espèce de filtre en haut à gauche, là, je ne sais pas si vous voyez très bien, qui est capable de filtrer, d'accord ? Automatiquement. Ok, côté client. Voilà. Une application hyper basique. Quand on a testé Karma, on s'est dit qu'on pouvait vous montrer toute la partie test unitaire. Bon, c'est pas forcément hyper sexy. On voulait vous montrer surtout la partie Angular Scenario, donc on a dégainé cette petite application. Et donc vous voyez ici les appels qui sont faits. Ça, c'est les appels qui sont faits sur le serveur. Donc c'est bien, le vrai serveur a été appelé. Donc j'ai une petite fenêtre normalement. Karma démo. Voilà. Ok, go. Donc la première chose à faire, c'est un fichier de configuration. Oui. Et comme le fichier de configuration, je ne le connais pas par cœur, vous pouvez soit aller le copier d'un projet précédent, faire du Google Coding, ou bien vous pouvez essayer de vous servir d'un générateur. Donc là, en l'occurrence, on utilise un truc qui s'appelle Yeoman, qui est capable de générer un fichier de configuration par défaut. Yeoman, c'est un système de scaffolding. D'accord ? Ça vous permet de bootstrapper des projets. Donc ça peut vous faire plein de trucs hyper magiques. Notamment, vous bootstrappez un projet Angular, un projet Backbone, tout un tas de trucs. Alors méfiez-vous, parce qu'en ce moment, ils sont en train de passer de la 0.9 à la 1.0, ils sont en train de préparer la 1.0 d'Yeoman, et ça a cassé plein de trucs. Mais juste pour la partie testaculaire, ça fonctionne. Donc ce que ça fait,
Vous appelez yo, c'est yeoman, testacular, et du coup je me retrouve avec un fichier, voilà, testacular.conf, ici. Il se trouve que, évidemment, il faut le renommer en karma, puisque maintenant ça s'appelle karma, et que les... Hein, il a fait suer, merci les mecs. Voilà. Plus jamais sur des outils de test JavaScript juste avant une conférence. Voilà. Donc on se retrouve avec le fichier de par défaut, et donc là vous voyez par défaut on vous a mis Jasmine. Moi ça m'intéresse pas, ce que je veux faire c'est tester une application Angular, donc je mets bien Angular scénario, Angular adapteur, tout ça c'est les fichiers qu'elle va être capable de regarder Karma, et en l'occurrence j'en ai pas besoin, on va juste mettre tous les fichiers Coffee à la racine du truc. Hein. Je simplifie un peu, bien entendu. On a tout un tas de trucs dont on se fiche éperdument. On va peut-être juste changer le port là, pour être tranquille. Ça, c'est le port du serveur web sur lequel va exécuter Karma. Et ici, je peux lui dire donc la liste de tous les navigateurs que je peux faire. On va juste commencer juste avec un Chrome. On va y aller doucement. Et je peux lui dire aussi, comme on l'avait vu dans Mocha tout à l'heure, qu'il faut faire un AutoWatch True. Il se trouve que mon application tourne donc sur le port, je vous l'ai montré tout à l'heure, sur le port 4000, là. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop, voilà, localhost 4000. OK. Donc, il faut que je lui dise d'aller chercher les trucs ici. Donc, il faut lui dire de créer un proxy et lui dire que tous les proxys de slash vont aller vers cette URL-là. C'est palpitant. Et il faut aussi lui dire que l'URL route est celle de Karma. Ça permet de distinguer l'un de l'autre. Donc là, en l'occurrence, j'ai, a priori, si je ne me suis pas gouré, je croise les doigts, mon fichier de configuration qui est prêt. Maintenant, je vais pouvoir commencer à écrire mon test. Donc je commence avec un test vierge. Et il se trouve que, vous avez vu tout à l'heure quand j'écrivais describe, I, it, should, machin, il se trouve que tout ça, ça vient un peu de Jasmine, qui était un des premiers projets qui a présenté tout ça, que Mocha a copié, et que les gens de Karma ont copié. Donc vous n'êtes pas perdu, vous avez votre describe ici. Donc il définit en gros le test qu'on va faire. Je vais l'écrire en Coffee, parce que maintenant vous êtes habitués, hein, vous avez tous compris comment ça marche. Et je pourrais faire should show the home page. Voilà. Et donc là, vous avez vu, j'ai pas d'include. Hein, d'accord, le describe là, il vient de je ne sais trop où. Hein, en l'occurrence, c'est comme tout ça va s'exécuter dans le serveur de Karma. Karma me file tous les modules, j'ai pas à me faire suer avec tous les requires dont je parlais tout à l'heure. Et du coup, j'ai accès à Browser, qui est mon navigateur, et je peux lui faire ce que je vous montrais tout à l'heure, navigate. Je crois que c'est tout comme ça. Mon Dieu, oui, mon aide. Ouais, navigate to. Parce que quand vous passez d'un framework de test à l'autre, à un moment donné. Voilà. Et bien sûr, j'allais taper faire ma callback, mais non, je n'ai pas besoin de callback puisque je suis ici. Donc il y a un système d'assertion qui est par défaut. Et vous avez notamment la fonction élément, où vous lui passez un sizzle, et il est un CSS selector, et il est capable de vous donner voilà, les éléments. Donc je fais expect élément h1.text va me récupérer le h1, le texte qui est contenu entre les balises h1 de ma page. Expect, et là vous avez un espèce de DSL, to be, et je crois que c'est hello devox, si je ne dis pas de bêtises, voilà, hello devox. Bon, j'ai sauvé mon fichier, j'ai écrit un test, je me suis tapé la configuration, normalement, sinon on va aller le dégainer un petit peu, je peux lancer Karma. Donc je fais Karma start, et il me dit je démarre Chrome, et Mac error, super. Require is not defined, qu'est-ce que j'ai fait? On va regarder vite fait. Test Coffee, ça va. Ah oui, parce qu'il a pris le underscore.coffee. Ok. C'est ma configuration. Je vais lui mettre juste ici. Il a pris le fichier Coffee qui lance le serveur. Je peux lui mettre juste test.coffee. Comme ça, on est tranquille. Voilà. En espérant que c'était que ça. Voilà. Connected, executed one of one success. Donc là, j'ai démarré un Chrome et j'ai eu mon test a été exécuté. Et il se trouve que vous regardez là, vous avez vu, j'ai deux Chromes. D'accord, j'ai mon premier Chrome qui est le Chrome que j'avais lancé pour voir mon site. Okay, et tout d'un coup, j'ai une deuxième instance de Chrome qui se promène. Ouh. Voilà Karma qui s'est connecté. Donc là, c'est super, hein, vous vous dites, eh ben, je vois rien. D'accord, vous avez bien raison. Vous cliquez sur le lien debug et à ce moment-là, vous voyez, est-ce que je veux traduire la page? Eh bien, écoute, non.
Should show the home page, et je peux cliquer là et je vois browser.navigate, ça m'a pris 60 millisecondes. Donc on voit typiquement là, boum, j'ai mon petit appel réseau qui s'est fait. Et j'ai un H1 qui a été fait et mon exécution d'assertion derrière. Okay, donc là c'est assez sympa, j'ai déjà un peu quelque chose de visible. Donc, et puis je peux l'oublier, hein, d'accord, je lui dis bye bye, je le regarde plus, il est quelque part, je m'en fiche, et c'est lui qui a lancé cette instance. D'accord, c'est Karma qui a été capable de me lancer lui-même. Alors il n'a pas installé Chrome, hein, d'accord, ça c'est là. Non mais vous rigolez, mais c'est un peu embêtant quand même. C'est-à-dire que si vous exécutez ça sur un serveur de CI, d'intégration continue, vous allez devoir quand même vous taper l'installation des navigateurs sur lesquels vous devez tester. C'est pas négligeable, d'accord, c'est pas négligeable. L'autre test qu'on peut faire, c'est de compter que j'ai bien 6 éléments là-dedans. On va faire un truc assez basique. Où est-ce qu'il est mon test? Il est là, pouf, hop. C'est celui-là? Oui, on va quitter le zombie, sinon je vais me planter. Tac, tac, hop, on voit rien, parce que l'écran est trop petit. Voilà. Ok, c'est parti. It should show 6 elements. In the page, bon, c'est pas forcément le top du top, hein, mais on va faire comme ça. Je récupère mon browser.navigate, qui est le même, hein, je me ramène sur slash. Et là, je vais faire donc toujours un expect. Ok. Et par contre, au lieu de faire element ou query all ou ce genre de choses, Angular Scenario vous propose un repeater. Donc vous faites repeater, si je dis pas de bêtises, de l'élément en question. Pour aller vite, vous allez me croire sur parole, c'est .language.eli. Donc c'est une suite de puces, hein, les uns les autres qui sont tagués avec l'élément eli. Et je veux avoir le count de ça. D'accord, je veux savoir combien il y a d'éléments qui sont .language.eli, qui respectent le sizzle.language.eli. To be et 6. Hop, je lance ça, pouf pouf, executed two of two. Vous voyez ici? Ok. Donc là, il a exécuté mon test. Si je vais chercher, il ne faut pas que je me plante. Est-ce que c'est celui-là? Non. Est-ce que c'est celui-là? Oui. Non. Chut, c'était l'autre. Il est parti où? Il est là. Schlack. Je débug et je vois bien mes deux éléments. D'accord. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure avec Zombie, les temps d'accès qu'on avait. On était autour de 120, 130. Voire même pour certains tests avec 2-3 pages avec 500 millisecondes. Là, on est sur une seule page, certes, mais de l'ordre de 50 millisecondes. Donc en termes de rapidité, on est sur quelque chose qui est quand même qui va même plus vite que la couche d'émulation de Zombie. Donc c'est quand même plutôt sympa. Je ne veux toujours pas traduire ce truc, ne jamais traduire ce site, merci. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ce qui était intéressant, c'était de regarder vite fait comment je peux faire un peu ça là. Hein. Donc, si je tape COBOL, il n'y a qu'un langage. On avait dit application web moderne, Pierre. Hein. Merci. Yeah. Donc, je peux reprendre ce test et lui dire que ici, je voudrais potentiellement faire inputter une valeur. Hein. Dans l'élément query, je vais passer le terme COBOL. Ici. Okay. Et du coup, j'en ai plus 6, j'en ai 1. Mais d'ailleurs, je pourrais même faire ça. Vérifier que j'en ai 6 au début, rentrer COBOL dans l'input texte et me rendre compte que j'en ai plus qu'un. Okay, je sauve ça, boum boum boum, il y a tout plein de trucs qui sont tournés. Je regarde dans ma ligne de commande si j'y arrive, et two of two, zut, pourquoi? Ah oui, voilà, ça c'est du coffee. Bienvenue. Blam. Donc voilà, 3 of 3 success. Pourquoi je vous montre ça? Ok, je peux vous montrer tout un tas de tests comme ça, c'est super intéressant. Enfin, c'est pas palpitant. Je vais quitter celui-là parce qu'il me fait suer. Pouf, voilà. Debug, j'ai bien l'ensemble de mes tests qui s'exécutaient. Voilà. Ok. Ce qui est intéressant avec le système, c'est, on l'a vu tout à l'heure, avec Phantom, là, qui est une espèce de photo, qui prend des photos Safari d'Internet en prenant des screenshots de chacun des éléments. Zombie, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure, mais vous avez une fonction qui s'appelle View in Browser. Ce qu'il fait, c'est qu'il démarre un serveur et il vous balance ce qu'il est capable de voir dans un navigateur. Donc vous pouvez quand même voir un peu où ce que vous en êtes. Et là, c'est toujours pareil. Hein, comme je suis un peu dans un truc headless, je veux savoir un peu où j'en suis, quoi. Hein. Et avec Zombie, il y a un truc super sympa, c'est que si vous voulez voir où est-ce que vous en êtes, vous pouvez faire taper simplement pause. Vous faites sauver. Et là, du coup, normalement, le navigateur est arrêté. J'ai juste fait pause et j'ai sauvé mon fichier. Le navigateur est arrêté. Sur input query enter COBOL, il m'a loadé ma frame et j'ai exactement ce qui est en train de s'exécuter dans Chrome à ce moment-là. Ok, vous avez vu COBOL écrit là dans la search box. Okay. Et surtout, je peux lui faire resume when ready. Donc j'ai bien vu où j'en étais. Là, je peux aller faire inspect element et aller regarder ce qui se passe. Hein. J'ai une iframe avec tout mon site à l'intérieur. Donc je suis
Comme si j'étais en train de browser le truc. Resume when ready, boum, hop, mon test est passé. Ok. Donc là, en termes de debug, si je veux aller voir quelque chose, je trifouille mon truc, mais qu'est-ce qui se passe? Pause, boum, hop, je sais. Je vous ai pas montré quand ça marche pas. Donc là, je mets 2, ouf. Ah oui, non, j'ai gardé la pause, zut. Hop, hop. D'accord, attendez, je suis perdu. Tac, tac, j'enlève la pause. Je relance. Pourquoi j'ai pas l'erreur? Ah si, voilà, j'ai l'assertion d'erreur qui se fait ici. Hein. Expected repeater, language modally, count to be 2. Expected 2, but was 1. C'est pas hyper lisible, mais enfin ça se lit quand même pas trop mal. D'accord. On n'est pas sur unwanted window, undefined, je sais pas quoi. Ok. Bon, c'était bien beau tous ces tests. On va accélérer parce que sinon on va vraiment plus avoir de temps. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'aussi, bon, c'est bien beau de le faire sur un Chrome, et si on le faisait sur 2 Chrome. Wow. Je vais essayer de le faire passer quand même avant. Hein. Voilà, boum, 3 succès. Vous voyez en bas, ici, 3 succès. Ok, tout roule. Du coup, j'ai plus qu'à aller reprendre ma super conf de tout à l'heure. Et je pourrais lui rajouter, j'en sais rien moi, Firefox. Je sauve, donc là je suis obligé de le relancer. Et du coup il me lance Chrome et Firefox. Okay. Et si je regarde quelque part, il y a un Firefox qui est apparu. Okay. Donc il est capable de me lancer l'autre truc. Et puis soyons fous, hein, tant qu'on y est, autant y mettre la dose. Hein. On est là pour faire des démos. Donc je peux lancer un Chrome Canary, et puis un Opera, et puis un Safari, et puis un Phantom.js. Ok, je sauve, donc là ça, il faut le relancer. Peut-être un moyen de le faire. Boum. Donc peut-être ça a flickeré un peu. Bouf. Voilà, il y a Opera qui a décidé qu'il fallait qu'il se mette devant les autres. Mais j'ai bien l'ensemble de mes tests qui sont exécutés. Vous voyez, j'ai eu 500 millisecondes, en gros 600 millisecondes dans Phantom, 1 seconde dans Firefox, 750 dans un Chrome, dans le Chrome normal, presque 1 seconde dans Safari, le dernier Chrome Canary, là, Bleeding Edge, machin, et Opera 1.489. Voilà. Donc si vous regardez, je me retrouve du coup avec une pléthore de navigateurs que j'ai bien sûr préinstallés avant. Mais donc là, il suffit que je tape un nouveau test, et boum, je peux continuer de faire ça. Donc c'est hyper intéressant d'un point de vue navigateur, hein, sur la poste du développement du client, c'est super cool. En intégration continue, avoir cette suite de navigateurs à installer sur la barre, c'est pas simple, d'accord. Donc souvent ce qu'on va faire, c'est que vous allez utiliser ça côté client, et vous allez utiliser uniquement Phantom.js côté CI par exemple. Okay. Donc voilà, il faut qu'on accélère un peu. On passe tout de suite sur la fin. Hein? On passe tout de suite sur la fin, je pense, non? Karma, ouais, vite fait. Multinavigateur, Angular Scénario qui est très... Alors attention, hein, ne me dites pas en sortant, c'est bon, Karma c'est génial, ça fait du end-to-end testing partout. Non, ce que je vous ai montré là, c'est pour Angular. Ok. Donc il y a un gros warning là quand même. Hein. Ça fait le wash de fichiers. Ce que j'aime pas, ça nécessite que tous les navigateurs soient installés. C'est pas rien, d'accord. Vous allez appeler les mecs des ops, vous lui dites oui, alors tu peux m'installer Safari et Opera sur le serveur de machin. Il va vous rire au nez. Et le fichier de configuration que je trouve absolument abominable. Il faudrait peut-être un peu plus de plus de trucs par défaut. Qu'est-ce qu'on avait? Des questions? Non, vous n'en avez pas. Shape.js, on zappe ça? Combien de temps il nous reste? Attends. Il reste 20 minutes. Il reste à peine 20 minutes. À la limite, fait shy, on skip basta. Ok. Shy, c'est le petit truc que vous avez vu tout à l'heure quand je vous ai fait should equal should machin. D'accord? Donc qu'est-ce que c'est shy.js? C'est une toute petite librairie, ça fait rien du tout, qui permet de faire des assertions sympathiques. D'accord? C'est juste ça. D'accord? C'est pas un runner de test, c'est pas un truc de browser, c'est d'accord? Juste des assertions. Donc en gros, vous allez le plugger avec d'autres éléments. Donc il y a 3 styles de différents d'assertions, ça tourne sur Node et un navigateur, et c'est en 1.5.0, donc c'est quelque chose qui est plutôt là depuis un petit moment. Donc vous avez 3 styles d'assertion. Le style, j'avais envie de dire javaïste un peu classique, assert machin, point type of, devox, est-ce que c'est une string, assert equal devox awesome, assert length of devox 7. Okay. Donc on est sur un style assez classique. Là c'est le style d'expectation aussi. Alors là plus assert that, là si vous faites du fast assert c'est un peu plus ça. Expect machin to be a string, expect machin to equal tra. Okay.
Et mon petit préféré personnel à moi, mais c'est encore une fois un flavor personnel, c'est should. Donc should, il fait un truc absolument atroce, d'accord? C'est qu'il modifie tous les objets qui passent en leur ajoutant il modifie le prototype de tous les objets JavaScript en leur ajoutant should. D'accord? Et donc je prends devox, qui est un objet qui se trimballe, je fais devox should be a string, boum. Tac. Moi je trouve ça super bien. Alors évidemment, il y a des fois où vous ne pouvez pas faire genre undefined. Si votre objet est undefined, undefined.should, vous allez avoir des soucis. D'accord? Donc il vous permet de faire should not exist undefined, ce genre de choses. Okay? Et tous les trucs que j'ai fait en zombie tout à l'heure, ça servait de ce truc-là. Mocha en 2 secondes? Oui, parce qu'il nous reste. Donc Mocha, moi c'est mon runner de test préféré, donc c'est le truc qu'on a utilisé pour faire du zombie tout à l'heure. Okay. Ça tourne sur Node ou dans un navigateur, mais essentiellement sur Node. Ça permet des tests synchrones ou asynchrones. Vous l'avez vu avec le done. Ça, c'était du Mocha. D'accord? Vous êtes obligé de passer cette fonction et de l'appeler à la fin pour savoir que c'est bon. Et ce qui est génial, c'est que c'est un truc qui est là depuis un sacré paquet de temps, malgré sa 0.412 comme version. Et du coup, ça s'intègre avec la terre entière. Jenkins, TeamCity, JUnit, etc. Et notamment, c'est compatible avec mon petit préféré de Chai.js. Donc du coup, Mocha plus Chai.js, moi, c'est ma suite de tests en JavaScript pour faire du test unitaire que j'utilise, que je dégaine à chaque fois. Voilà, ça c'est bon, on vous l'a déjà montré 15 fois, donc on va peut-être pas passer trop de temps dessus. Voilà, un describe, un hit. Il y a 3 styles de tests différents. Ça c'est le style de test qui est à peu près utilisé par tout le monde. Il est capable de lire des tests qui sont écrits en QUnit, par exemple. Vous lui dites, mets-toi à lire des tests QUnit. On fait la démo? Rapido? Quand ça passe? On a 3 minutes. Aïe. Cookie démo. Cookie démo. Eh ben, on commence avec rien, c'est ça qui est génial. Donc je crée un fichier test.coffee. Voilà. Et j'ai un test. Donc j'utilise should. Donc là je peux passer un peu plus en détail. Should égale require_shay.should. Donc du coup j'ai un objet should qui est prêt à être utilisé. Et en même temps, il va être capable de me faire mes assertions sur l'ensemble des éléments. Test. Donc là, j'ai mon suite de tests classique, d'accord? Et vous voyez, foo qui est une chaîne de caractères, should not equal var. Okay? Donc il a bien modifié le prototype des chaînes pour rajouter should dessus. Okay? Donc si on veut faire, il est où mon petit truc là? Si on veut faire un truc rapide, on peut écrire, je ne sais pas si vous connaissez Fizzbuzz. Vous connaissez tous Fizzbuzz, non? Fizzbuzz, c'est un petit exemple de kata qu'on donne aux gens, ou des fois même en entretien d'embauche. On vous dit, vous devez écrire un petit bout de code. 1, ça renvoie 1, 2, ça renvoie 2, 3, c'est fizz. 5, c'est buzz, et tous les multiples de 3, c'est fizz, et tous les multiples de 5, c'est buzz. On ne va pas le faire en entier, mais grosso modo, voilà comment on peut faire. Donc le premier truc qu'on peut faire, c'est fizzbuzz, should be 1 for 1. D'accord? Et le test qu'on pourrait écrire, ce serait quelque chose du genre fizzbuzz de 1. Should equal 1. Okay. Et donc là, je sauve mon fichier, mais il ne se passe rien parce que je n'ai pas lancé. Donc ce que je peux faire, c'est je lance Mocha. Donc je lui dis Mocha, lance-moi. Et dis donc, Mocha, c'est du CoffeeScript, ça. Donc je lui dis accepte du CoffeeScript. Je lui dis vérifie, vous voyez pas bien? Oups. Je vais y arriver. Je lui dis Mocha, c'est du CoffeeScript. Je lui dis mais attends, Mocha, regarde aussi mon fichier, quand est-ce qu'il va toucher. Et aussi, je trouve que ta façon de présenter par défaut est pas très bien, Mocha, donc écris-moi ça avec ce mode-là. Vous allez voir ce que ça fait. Je lui donne mon fichier, je le lance, et ça explose puisque fizzbuzz n'est pas define, ce qui est tout à fait exact. Okay. Donc il faut que je définisse fizzbuzz. Donc c'est une fonction qui prend un argument et qui renvoie, si je veux faire passer mon test le plus vite possible, je renvoie la valeur sous forme de chaîne de caractères. Donc ça c'est du coffee, on s'en fiche, ça renvoie la valeur. Pouf! Fizzbuzz, vous voyez, should be 1 for 1, un test complexe, 1 milliseconde. Pim. Okay. Si je veux le faire, par exemple, pour 13 minutes, c'est bon, on se dépêche. Should be, on va saper quelques états. Should be fizz for 3. Ok, je passe mon test, j'ai un test qui fail. Et je peux faire de quelque chose du genre
Oui, il faut mettre 2 Z à Fizzbuzz, sinon ça sert à rien. Voilà, pouf, pouf. Et donc vous voyez, j'ai mes 2 tests qui passent, etc. On va pas s'étendre beaucoup plus loin que ça. Qu'est-ce que je peux faire? Boum. Il y a plein d'autres éléments, notamment je veux m'intégrer dans un système XUnit et j'ai le résultat à intégrer directement dans mon système de test. Et si vous êtes un peu geek sur les bords et que vous pouvez aussi utiliser d'autres types de reporters, genre vous aimez les avions. Il y a même des trucs complètement débiles, comme le Nyan 4. D'accord? Qui va s'agrandir, plus vous allez avoir de tests, plus il va passer là-bas, et plus vous allez avoir de petites barres comme ça. Les assertions on va les passer parce qu'on n'a pas le temps, mais vous verrez dans le petit exemple de code qu'on va vous montrer, il y a tout un tas de types d'assertions qui sont faites avec shape.js, des not contained, des have property, on peut aller très très loin dans des grappes d'objets, notamment aller vérifier des éléments. Qu'est-ce qu'on fait, capitaine? Bah, wrap up, je pense. Ouais, il reste 11 minutes. On zappe Buster. On a une super presse sur Buster, mais C'est voilà. super, j'ai mis des animations l'autre jour. Pas mal. Je sais pas comment on passe les trucs. Pouf. On prend 5 minutes, JS Cover et les trucs. Ouais, on va quand même prendre les 5 C'est minutes. pas mal, je pense que c'est pas mal. Jusque-là, en 5 minutes, c'est bien. on vous a parlé de framework de test, quels que soient les types de tests. Là, c'est juste une sensibilisation à la couverture de code. Donc, il y a des outils de couverture de code qui existent en JavaScript, même si c'est beaucoup moins à l'aise à utiliser qu'en Java. Donc, JS Cover, qui était anciennement JS Coverage, qui était une implémentation C, maintenant il a recodé en Java, est un exemple de ce qui peut permettre de faire de la couverture de code. Donc, très rapidement, parce que c'est un outil de couverture de code en JavaScript, une réécriture. Il y a 2 modes d'instrumentation. En fait, en pratique, comment on fait de l'instrumentation de code en JavaScript, c'est pas comme en Java où la JVM permet directement de savoir où on est passé. En JavaScript, on va être obligé d'instrumenter notre code source. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un préinterpréteur qui va rajouter devant chacune de nos lignes des instructions JavaScript pour dire je suis passé ici, je suis passé à telle ligne, je suis passé. Donc c'est un peu délicat à intégrer dans un environnement de test, parce que ça sous-entend qu'on n'utilise pas nos fichiers sources tels quels, mais qu'on doit d'abord les préprocesser. Soit par une exécution, c'est-à-dire qu'avant de lancer les tests, on génère nos tests instrumentalisés et on va utiliser ces fichiers-là au lieu des fichiers sources originales. C'est qu'en général assez délicat, parce que ça veut dire si je me lance comme ça, j'utilise tel dossier source. Soit en mode proxy, c'est-à-dire qu'en mode proxy, on va démarrer un serveur normalement, et le navigateur qui va accéder à la page web va passer par le proxy de JS Cover qui va lui instrumentaliser à la volée. Je ne peux pas trop m'étendre là-dessus, mais de manière générale, c'est assez délicat quand même à brancher dans le système d'intégration continue. Nous, on avait été obligé de faire un fantôme qui démarre avec le proxy de JS Cover qui va sur la page du serveur, qui vérifie. Enfin, on se retrouve avec une stack comme ça. Oui, c'était parti comme un défi au départ. Ouais, c'était parti un peu comme un défi. Est-ce qu'on pouvait le faire? On a réussi. Bon, est-ce que voilà. C'était vraiment intéressant? Je ne sais pas. On avait dit qu'on n'en parlait pas aussi. Et cependant, il faut quand même noter qu'il y a un export au format Cobertura qui existe. Donc apparemment, c'est un format qui est intégrable dans Jenkins. Je ne vais pas pousser jusque-là. Il paraît qu'il y en a qui ont réussi. C'est déjà pas mal. Ce qu'il faut savoir, ce que tu as juste zappé très vite, c'est que c'est écrit en C++, machin-là. Non, JS Coverage, c'était écrit en C++, JS Cover, il l'a réécrit en Java. Ok. Oui, mais le truc que nous on utilisait, c'était en C++, du coup, voilà, il y a des fois un peu à sortir GCC, Make et tout ça pour faire tourner ça sur les bons serveurs. Donc juste vite fait, à quoi ça ressemble? Donc on peut voir, c'est très moche, mais ça fait son travail. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec nos fichiers individuels, avec le nombre de lignes de statement, ceux qui ont été exécutés. Donc ça, typiquement, c'est le résultat qu'on va voir après avoir lancé nos tests. Donc on a le détail de la couverture de code par fichier, et on peut également avoir la vue détaillée qui nous dit où c'est qu'on est passé et combien de fois. Donc ça, c'est très classique. C'est tout ce qu'on peut voir dans un CI, en un peu plus moche. Mais par contre, on n'a pas eu de surprise là-dessus, ça marche, ça fonctionne. C'est chiant à installer, chiant à utiliser, mais par contre, c'est fiable. Voilà. Donc, ça fait ce que ça a à faire. Le développeur est actif, c'est-à-dire que la réécriture en version Java, il a prévu ça parce que ça devenait trop compliqué à maintenir en C, donc il est en plein développement de JS Cover. Ça arrivera probablement sur quelque chose de stable. C'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop le cas. En plus, c'est quelqu'un qui commence dans Java, c'est un développeur C, il sait pas ce que c'est Maven, actuellement c'est juste un projet Amp. C'est vraiment chiant à utiliser, mais on a très bon espoir pour le futur. Tu peux le faire en 3 minutes là?
Plateau, tu peux le faire en 3 minutes? Plateau, je peux faire en 3 minutes. Go. Donc, on a vu JS Cover. JS Cover, c'était un outil de couverture de test. Plateau, c'est un outil d'instrumentation de test. Donc, en fait, ça va nous permettre d'afficher un certain nombre d'indicateurs pour nos fichiers JavaScript. Ça plaît à mon manager, ça. Pardon? Ça plaît à mon manager, ces tableaux-là. Voilà, exactement. Nous, sur notre projet, on s'en sert parce qu'on nous a demandé des indicateurs pour les gens là-haut. Bon, ça marche. Alors, ce qui est assez agréable avec Plateau, c'est que c'est un module Node qui s'installe très facilement. Et comme c'est juste de l'analyse de code, on n'a pas besoin de démarrer nos tests, ça va juste scanner les fichiers. Donc, en pratique, quand on lance, on a juste à lui donner le chemin vers nos tests et ça va nous générer un rapport instrumentalisé. C'est joli. Donc, il y a des indicateurs comme le nombre de lignes de code, la maintenabilité, plein d'indicateurs qui font plaisir aux gens. On a le détail, on peut avoir le détail par fichier, avec encore les mêmes indicateurs qu'on voit à droite, avec l'indicateur que je préfère qui est le nombre de bugs estimés. Ça, honnêtement, respect. Le mec qui me sort ça, il est génial, il a tout compris. Voilà, et c'est selon l'algorithme de machin, donc pas de souci. Et on a également, en vue fichier par fichier, les erreurs JSLint. C'est-à-dire que dans les indicateurs, il y a le nombre d'erreurs JSLint et fichier par fichier, on a donc de la syntaxe colorée. On est capable de voir le nombre des erreurs. Donc en général, JSLint, les erreurs, c'est aussi intelligent qu'on ne doit pas utiliser de double égal, on doit utiliser du triple égal partout. Voilà, mais il nous les montre. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc pour résumer, c'est très facile, contrairement à JS Cover, c'est très facile à installer, très facile à utiliser. Maintenant, c'est juste des indicateurs. Il n'y a pas de couverture de code, c'est juste pour avoir des indicateurs plus ou moins fiables sur nos codes JavaScript. Voilà, ça sert pour en haut. Est-ce que ça sert pour un dev? À vous de décider. On peut donner un indicateur, comme c'est le début en fait. On C'est sent ça, bien dans Plateau. C'est le début. Ce qui est noté avec ces deux trucs, c'est qu'on n'avait vraiment rien. Et là, depuis quelques années, c'est vraiment en train de progresser. On a bon espoir que d'ici 2, 3, 5 ans, on ait des solutions d'intégration vraiment fiables. Ça ressemble un peu à une espèce de sonar. Voilà, c'est ça, c'est les balbutiements de... Côté sur juste la partie JS. Wrap-up. Et wrap-up. Alors, on est désolé, on a zappé la partie Buster. On avait une démo aussi sur Sinon. Voilà, on avait une démo sur Sinon, on a une partie sur Buster. On a zappé. Malheureusement. Mais on préférait donner du corps à la présentation. Donc, à la fin du speak, là, on travaille sur un GitHub privé. On vous ouvre le GitHub, vous avez la presse, les bouts de code qu'on a. Si vous voulez aller jouer avec tout ça, ça marche bien. D'abord, les oubliés, parce qu'on partait sur les frameworks, enfin sur un certain nombre d'outils, on en a parlé de beaucoup, et comme je disais tout à l'heure, on a parté à un groupe de personnes qui étaient venues me poser des questions. Je suis pas là pour vous dire, voilà, attention, le panorama complet de tous les outils de test en JavaScript ou pour les applications web modernes. C'est ce que nous, on a utilisé sur le terrain, et c'est ce qu'on voulait vous faire dans cette présentation, c'est vous ramener les choix que nous, on avait fait, ce qu'on avait vu, et comment c'est. Mais il y en a d'autres qui existent, d'accord? Il y en a d'autres qui existent. Notamment, il y a un truc qui s'appelle JS Test Driver, qui fonctionne un petit peu sur la même architecture que Karma, sauf que c'est un tout petit peu plus, on va dire, volumineux. Et c'est vrai que ça fait un peu peur quand vous regardez un petit peu comment ça fonctionne. Par contre, c'est un vieux de la vieille, donc vous trouverez plein d'articles sur Internet sur JS Test Driver pour regarder. Je trouve que ça ressemble, moi, à titre personnel, un peu à une usine à gaz. Maintenant, on n'y a pas passé non plus un temps délirant dessus, donc il faudrait creuser plus. Selenium, mon préféré. Sur Feu, un projet sur lequel on était un certain nombre. Je me rappelle, on avait dédié une machine dans la salle de développement avec Selenium qui tournait. Donc Selenium, c'est quelque chose qui lance d'autres navigateurs, un peu comme Karma. Et je me rappelle 2-3 fois, d'ailleurs je voulais vous envoyer des mails pour savoir si vous avez gardé les screenshots. Et je me rappelle une fois ou deux, on voyait notre usine de build continue qui disait Selenium, il est en carafe, là, tous les tests sont rouges. Donc on branchait un écran sur la machine qui servait Selenium, on allumait, et là on avait 47 000 fenêtres d'IE qui étaient ouvertes, donc aucune n'était terminée. Et vous savez, on essayait de les fermer à la main comme ça, non, il fallait mieux rebooter et repartir. Donc ça, c'était mon expérience avec Selenium, ça prend un temps fou. Ça lance des navigateurs, ça les gère, mais voilà, ça les gère pas aussi bien. En tout cas, mon expérience avec Selenium, moi, c'était quelque chose en finissant ce projet. On avait tellement investi de temps dessus qu'on les a gardés un peu parce que voilà, on s'accrochait au truc, mais c'était une très mauvaise expérience. Si vous voulez voir une expérience sympa de Selenium, je vous propose d'aller voir demain Code Story. Parce qu'à Code Story, on va servir d'un truc qui s'appelle Fluentlenium, qui en fait lance PhantomJS à travers Selenium. Avec une API en Java, donc tous ceux qui sont mangés du JavaScript, du CoffeeScript depuis tout à l'heure, et qui n'en peuvent plus, se disent « Ouf, enfin un langage que je maîtrise ». Donc venez jeter un coup d'œil à ce qu'on fait demain, on vous présentera un petit peu, on va remplacer dans notre stack la partie Mocha Zombie par du Fluentlenium.
HTML Unit, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Pour du web non moderne, ça marche bien. Pour le reste, c'est très difficile. Jasmine, qui est quand même un vieux de la vieille, et on s'est demandé jusqu'au dernier moment si on allait mettre des slides ou pas, mais on était déjà très chargé, donc on a décidé de ne pas le mettre, et surtout parce qu'on n'a pas une expérience délirante dessus. Mais c'est un très bon outil, d'accord, qui fait partie un peu des vieux, comme avec Unit et tout ça, mais c'est vraiment un très bon outil. Je vous invite à regarder. Et enfin, Istanbul, qui est un système de coverage de test, qui est notamment utilisé avec Karma et Angular. On n'a pas d'expérience dessus, mais on voulait juste le citer parce que ça semble assez prometteur, hein, comme tout ce qui est fait avec Angular en ce moment, qui est un peu le truc hype à la mode. Si vous voulez faire du coverage avec ça, a priori c'est l'outil par défaut qui s'intègre dans Karma. Un wrap-up donc maintenant, pour du test unitaire, le choix de votre serviteur c'est mocha plus shell.js, je vous l'ai montré tout à l'heure. Je suis capable de travailler jusqu'à un terminal et un éditeur de texte. Si vous voulez le faire avec un IDE, vous pouvez le faire avec un IDE. Si vous voulez le lancer avec, dans du Java, c'est quand même pas complètement simple. D'accord. Encore une fois, regardez ce qu'on a fait avec Story l'année dernière. C'est ce qu'on a fait. Et c'est pas trivial. D'accord. Sinon, si vous voulez faire du mock, des spy, des stubs, vous pouvez utiliser Sinon.js. Du coup, vous pouvez l'utiliser avec du Mocha ou du QUnit. D'accord. Ça dépend de ce que vous voulez faire. Moi, j'aime pas trop avoir un navigateur, lancer mes tests dans un navigateur et faire reload à chaque fois. C'est un truc, moi, j'aime pas trop. D'accord. Je préfère avoir mon Watcher Mocha qui me lance mes trucs. Et si vous avez besoin d'un browser, vous avez Jasmine ou QUnit. Jasmine, il n'y a pas besoin de browser, mais QUnit, vous avez besoin d'un navigateur pour les essayer. Tu me passes au suivant, s'il te plaît. Pour du test d'interface, alors zombie.js avec le fait qu'il faut quand même être un peu hardcore geek et être prêt à se manger des trucs. Yes, on va s'arrêter. Casper.js, on vous l'a montré, et Karma si vous faites du Angular. D'accord. Si vous voulez démarrer tranquille, Phantom c'est très bien. Je pense qu'on a terminé. Je crois qu'on a terminé. Voilà, à surveiller Buster.js qui était en version vraiment très embryonnaire. Et Zombie.js, est-ce que c'est le downfall? Je ne sais pas. Voilà. Et 30 secondes de retard. Nous allons terminer avec 30 secondes de retard. Merci à vous. Merci.